Il existe, dans le monde des opérations tactiques d'élite, une vérité que tout vétéran digne de ce nom connaît par cœur. L'arrogance est une arme qui se retourne toujours contre celui qui la brandit. Elle est particulièrement dangereuse dans les espaces confinés, sur les lignes de tir, où la compétence se mesure en millimètres et en fractions de secondes, là où les illusions s'effondrent avec la brutalité sourde d'une balle frappant l'acier à grande distance. Ce que 3 mercenaires corporatifs gonflés de suffisance allaient découvrir par un après-midi de fournaise dans le désert de Californie n'était pas simplement une leçon d'humilité. C'était la destruction complète et irrévocable de tout ce qu'ils croyaient être. Le soleil de midi s'abattait sans la moindre pitié sur les terres arides du Ridgecrest Desert Tactical Center. Cette installation fédérale à accès restreint, nichée au cœur des étendues brûlées du désert de haute altitude. Les ondes de chaleur ondulaient paresseusement au-dessus du sol craquelé, distordant les silhouettes métalliques disposées à des distances variables sur le champ de tir long de 1300 mètres. L'air était chargé de cette odeur particulière que connaissent bien ceux qui ont passé des années à l'entraînement ou au combat. Un mélange de poussière chaude, de sauge brûlée et de ce goût métallique âcre que laissent les douilles vides sur la langue lorsqu'on respire un peu trop profondément après une série de tirs. Le Ridgecrest n'était pas un champ de tir ordinaire. Ce n'était pas l'endroit où les civils viennent s'exercer le week-end avec leurs carabines de sport. C'était un espace loué à titre privé sur des terres Bijmore fédérales, réservé exclusivement aux unités militaires d'élite, aux équipes tactiques de fédérales et aux contractants privés de défense de premier rang. Un espace où les égos étaient aussi lourdement blindés que les personnels qui venaient s'y entraîner. Un endroit où chaque individu portait avec lui une réputation, un historique d'opération, un dossier classifié que les regards extérieurs ne pouvaient jamais consulter. La compétence y était reine et personne ne venait au Ridgecrest pour jouer. C'est dans ce décor que se trouvait Sarah Vance, seule, assise au banc numéro 4. À première vue, elle ne ressemblait en rien à ce que l'on aurait attendu de trouver dans un tel lieu. Vêtue d'un simple pantalon cargo de couleur vert olive délavé par de nombreux lavages, d'un t-shirt gris technique à manches courtes qui avait connu des jours meilleurs, et d'une casquette beige aux bords légèrement recourbés tirée si bas sur ses lunettes aviateurs qu'elle cachait presque entièrement son regard. Elle avait tout d'une randonneuse égarée ou d'une employée administrative qui aurait pris un mauvais chemin en partant se promener. Personne, en la regardant rapidement, n'aurait pu soupçonner ce qui se dissimulait derrière cette apparence délibérément ordinaire. Et c'était précisément là tout l'art de Sarah Vance. Elle était parfaitement immobile, d'une immobilité qui n'était pas celle de la torpeur ou de la nonchalance, mais celle, bien plus profonde, de la maîtrise absolue. Sa respiration était lente, régulière, mesurée au millimètre, comme si chaque souffle était une décision consciente plutôt qu'un simple réflexe biologique. Son attention était entièrement absorbée par le grand boîtier Pelican gris anthracite posé devant elle sur la table en bois rugueux du stand de tir. À l'intérieur de ce boîtier reposait un fusil de précision Mark XIII Mod Sept, lourdement modifié, chambré en calibre 300 Winchester Magnum. Une arme conçue pour la létalité chirurgicale à des distances que la plupart des tireurs d'élite de l'armée régulière considèrent comme relevant du miracle plutôt que de la technique. Chaque composant de ce fusil avait été choisi, ajusté et affiné avec le soin d'un horloger suisse travaillant sur une pièce de collection. Ce n'était pas une arme d'exhibition, c'était un outil de travail usé aux bons endroits, portant les marques discrètes d'une utilisation intense et réelle. Sarah passa un chiffon légèrement huilé sur le groupe culasse avec la précision douce et la révérence silencieuse d'un chirurgien préparant son scalpel avant une opération délicate. Ses gestes étaient économes, précis, dénués de tout gaspillage de mouvement. Il y avait dans chacun d'eux une connaissance intime de l'objet qu'elle manipulait, la connaissance que l'on n'acquiert pas dans les manuels mais sur le terrain, dans la réalité brute et irréversible des missions de combat. Elle n'avait pas entendu les hommes approcher, elle les avait entendus bien avant qu'ils ne soient bien visibles, longtemps avant qu'ils ne prononcent leurs premiers mots. Le crissement lourd et rythmé de leurs semelles épaisses sur le gravier annonçait leur arrivée avec une clarté parfaite à ses oreilles, entraînées
par une décennie de vigilance permanente en zone de guerre, là où un son mal identifié pouvait signifier la différence entre rentrer à la base et ne jamais rentrer du tout. Cole, Harmon, Ryan Stoker et Marcus Webb avançaient sur le chemin de gravier avec ce dandinement aux épaules excessivement larges de ceux à qui l'on vient de remettre un tout petit morceau d'autorité et qui sont convaincus d'être désormais des divinités parmi les hommes. On les reconnaissait au premier coup d'œil, jeunes, musculeux, équipés d'un matériel dernier cri qu'ils portaient avec l'autosatisfaction visible de gamins déguisés en soldats. Ils étaient les nouveaux diplômés du parcours de sélection des plus sévères de la Valor Defense Group, l'une des sociétés militaires privées les plus lucratives et les plus impitoyables du marché américain et international. Ils avaient passé les 8 dernières semaines à courir, tirer, ramper, souffrir et hurler pour décrocher leur place au sommet de leur promotion. 8 semaines d'un entraînement conçu pour briser les faibles et révéler les résistants. Ils en étaient sortis avec la conviction absolue et irréfutable d'appartenir à une élite. Ils étaient jeunes, athlétiques, et débordaient de cette confiance toxique et particulière qui ne naît que d'une chose: n'avoir jamais encore rencontré d'adversaire véritablement supérieur. Cole Harmon était l'alpha incontesté du trio. Ancien arrière de football américain de division universitaire 1, il avait la stature d'un homme qui se nourrissait de gravier et de protéines en poudre. Sa mâchoire carrée, son cou de taureau et ses mains larges comme des battoirs lui conféraient une présence physique indiscutable. Il était le genre d'homme dont la taille seule suffisait généralement à régler les discussions avant même qu'elles ne commencent. Ryan Stoker était différent, plus élancé, plus polissé dans ses manières. Il était le fils d'un dirigeant d'entreprise fortuné et portait ce privilège avec la désinvolture de celui qui n'a jamais eu à se battre vraiment pour obtenir quoi que ce soit. Il compensait une précision de tir franchement médiocre par un équipement personnalisé valant plus de 15 000 $ et par une faconde naturelle qui lui permettait de dissimuler ses lacunes derrière une cascade de mots bien choisis. Son sourire était celui d'un homme habitué à convaincre. Marcus Webb, enfin, était l'ombre des deux autres. Son rôle dans ce trio était aussi clair que prévisible. Rire aux plaisanteries de Cole, approuver les provocations de Ryan et suivre le mouvement sans jamais risquer de prendre une initiative personnelle. Il existait dans le sillage des deux autres comme un bateau de soutien suit un navire amiral, utile surtout en tant que spectateur et amplificateur. Ils posèrent leur lourd sac de matériel sur les bancs numéro 1, 2 et 3 avec le fracas peu discret de gens qui veulent qu'on les remarque. Cole étira ses larges épaules en faisant craquer son cou avec un bruit volontairement sonore, balaya la ligne de tir du regard avec l'air propriétaire de celui qui considère que l'espace autour de lui appartient de droit. C'est à ce moment précis que son regard se posa sur le banc numéro 4. Il s'arrêta net. Un sourire lent se dessina sur son visage bronzé, le genre de sourire qui anticipe une victoire facile, sans effort, acquise d'avance. « Dis donc, regarde-moi ça !» murmura Cole en donnant un coup de coude à Ryan. « Tu crois que le bureau administratif a organisé une sortie scolaire ?» Ryan se pencha légèrement en arrière contre son banc et croisa les bras avec un petit rire moqueur. On dirait que la petite amie de quelqu'un s'est égarée en cherchant le centre d'accueil pour visiteurs. On devrait peut-être lui indiquer la direction de l'autoroute avant que le champ de tir ne devienne actif. Sarah avait tout entendu. Elle avait évidemment tout entendu, mais elle ne réagit pas. Pas un frémissement de paupières, pas une crispation des mâchoires, pas le moindre signe que ces mots avaient atteint quelque chose en elle. Elle continua simplement à glisser le lourd verrou d'acier dans le logement du fusil avec ce claquement métallique net et satisfaisant que produisent les pièces d'une arme parfaitement entretenue lorsqu'elles s'emboîtent exactement comme elles le doivent. Pour Sarah Vance, des hommes comme Cole Harmon, Ryan Stoker et Marcus Webb n'étaient que du bruit de fond. Elle avait passé la dernière décennie de sa vie dans la marine américaine à fracasser chaque plafond de verre que l'institution militaire avait osé placer sur son chemin. Elle n'avait pas simplement survécu au BUD/S, le Basic Underwater Demolition et SEAL Training, le programme de formation le plus brutal et le plus sélectif de l'armée américaine. Elle l'avait conquis, dompté, traversé de part en part,
comme si les limites qu'il imposait n'avaient pas été conçues à Konoha pour elle. Elle avait supporté les déferlantes glacées de Coronado lors des exercices de surf-torture, les hallucinations provoquées par le manque de sommeil de la Hell Week, la semaine de l'enfer, pendant laquelle les candidats sont poussés dans leur dernier retranchement pendant 5 jours et 5 nuits consécutifs sans repos significatif. Elle avait porté les troncs de bois dans les vagues avec des équipes qui chancelaient d'épuisement. Elle avait tout enduré avec le regard insupportable et brûlant d'être l'une des toutes premières femmes à tenter l'aventure, sous la loupe permanente de ceux qui espéraient la voir tomber. Elle avait gagné son trident, l'insigne sacré des Navy Seals, dans la douleur, dans la sueur et dans les fractures osseuses. Puis elle avait continué, franchissant les seuils du SEAL Sniper School, où elle avait maîtrisé ce que les initiés appellent sobrement les mathématiques de la mort. 82 éliminations confirmées sur 3 continents différents portèrent donc son nom dans les registres classifiés que personne en dehors d'un cercle très restreint ne pourrait jamais consulter. 82 fois où son doigt avait effleuré la détente au moment exactement juste, où son calcul avait été parfait, où sa lecture du vent, de la distance, de la pression atmosphérique et de la rotation de la Terre avait produit le seul résultat possible. Elle n'avait aucune raison de prouver quoi que ce soit à 3 employés de sécurité privée fraîchement brevetés. Mais leur silence à eux, face à son silence à elle, était vécu comme une insulte insupportable. Le fait qu'elle ne réagisse pas, qu'elle ne se lève pas, qu'elle ne se justifie pas, qu'elle n'explique pas sa présence ni ne s'excuse de l'occuper, semblait mettre Cole Harmon hors de lui. Il décrocha ses lunettes de soleil, les accrocha à l'encolure de sa chemise tactique et s'approcha du banc numéro 4 d'un pas délibéré, envahissant son espace personnel avec toute la délicatesse d'un bulldozer. Il s'accouda à la séparation en bois, se penchant vers elle de tout son poids, cherchant à créer physiquement un sentiment d'oppression, une pression subtile qui devait, dans son esprit, suffire à faire plier n'importe qui. « Et, chérie, dit Cole, sa voix chargée d'une condescendance qui n'était même pas dissimulée. La protection auditive est obligatoire sur la ligne de tir, je te le signale juste au passage. Et franchement, entre nous, tu n'as rien à faire avec un joujou de cette taille-là. Le recul d'un calibre pareil te briserait la clavicule nette. Tu ferais mieux de remballer ton matériel avant de te blesser sérieusement. » Sarah ne leva pas les yeux. Elle ajusta méticuleusement le réglage de dérive latérale sur son viseur Vortex Razor H D527 x 56, les minuscules clics à peine audibles dans le vent du désert. « J'ai dit », insista Cole, sa voix descendant d'un registre dans ce qu'il croyait être un ton d'autorité irrésistible, en se penchant encore un peu plus près. « Remballe. Ce champ de tir est réservé aux contractants de Valor Defense Group pour les 2 prochaines heures. Des opérateurs réels. On n'a pas le temps de jouer aux babysitters avec des touristes. » Sarah posa alors ses 2 mains bien à plat sur la surface du banc, de part et d'autre du fusil. Elle prit une inspiration lente, la retint exactement 2 secondes, puis la laissa sortir de ses poumons avec la même régularité calculée. C'était une technique de respiration de combat apprise dans les premières semaines de formation opérationnelle, conçue pour abaisser la fréquence cardiaque dans les moments de stress intense. Elle l'utilisait en ce moment non pas par peur, non, certainement pas par peur, mais pour réprimer l'envie puissante et très concrète de neutraliser physiquement l'homme qui se tenait à 10 cm d'elle. « Le planning du champ de tir », dit Sarah, sa voix d'un calme absolu, lisse comme la surface d'un lac à l'aube, sans la moindre vibration d'émotion perceptible, stipule que le banc numéro 4 est réservé au personnel fédéral jusqu'à 16 heures. Vous avez les bancs 1, 2 et 3 à votre disposition. Je vous suggère de les utiliser. Ryan, qui s'était approché derrière Cole, éclata d'un rire sonore et théâtral. Personnel fédéral, vraiment ? Tu travailles pour les services postaux, peut-être, ou bien pour le département de l'agriculture. Écoute-la, Cole. Elle se prend pour une agente fédérale. Marcus, resté légèrement en retrait, s'empressa d'ajouter de sa voix de faire valoir « Allez, madame, soyez raisonnable, donnez-nous juste le banc. » Cole, ici présent, vient de décrocher une qualification de classe maître. On a besoin de l'espace pour nos exercices de transition d'armes. Ne rendez pas les choses difficiles. « Je ne rends rien difficile, » répondit Sarah, tournant légèrement la tête dans leur direction.
Elle ne retira pas ses lunettes aviateurs. Elle leur refusait délibérément le contact visuel, cette satisfaction insignifiante. Je dis simplement ce qui est. À présent, éloignez-vous de mon banc. Le visage de Cole vira au rouge vif sous son bronzage de plein air. Cet homme était habitué à ce que les civils s'écartent devant lui. Sa taille, son équipement, son langage corporel avaient toujours suffi à régler les situations sans qu'il ait besoin d'insister longtemps. Se faire ignorer par une femme qui faisait la moitié de son gabarit, habillée comme une employée de bureau partant en randonnée du week-end, lui faisait l'effet d'une gifle publique et insupportable. « Écoute-moi bien, petite », gronda Cole, laissant tomber la politesse de façade qu'il avait à peine maintenue jusqu'ici. « Je ne sais pas à qui appartient ce matériel que tu surveilles, mais tu es clairement hors de ta profondeur, ici. Je te donne un dernier avertissement. Ferme cette caisse et prends la sortie. » Là-haut, dans la tour de contrôle de tir climatisée, derrière la large baie vitrée qui surplombait l'ensemble de l'installation, l'officier principal, James Kowalski, observait la scène au travers d'une paire de jumelles Leupold à haute puissance. Kowalski était un maître de tir expérimenté, retraité de la marine, portant dans ses os et dans ses yeux les stigmates discrets de 22 années de service actif. Il avait servi avec Sarah lors d'un déploiement classifié en Irak, 4 ans auparavant. Il l'avait vu rester immobile pendant 52 heures consécutives dans un minaret en ruine, exposé à la chaleur, le jour et au froid mordant de la nuit, attendant l'unique instant précis où le tir qu'elle avait préparé pourrait être effectué, ce tir qui allait permettre à un groupe de marines encerclés et cloués au sol de se dégager et de rentrer à la base. Le jeune officier de tir assis à côté de lui tendit la main vers le micro du système d'annonce sonore extérieur. « Chef, il semble que les contractants de Valor soient en train de créer des problèmes avec le tireur sur le banc 4. Je devrais leur dire de se calmer ?» Kowalski émit un petit rire grave, un son qui venait du fond de la poitrine, et posa doucement sa main sur le poignet du jeune officier, repoussant le micro. « Non !» dit Kowalski, un large sourire s'étirant lentement sur son visage tanné et marqué par les années. « Laisse les communications éteintes. Ce qui va se passer dans les prochaines minutes va être l'expérience éducative la plus significative que ces 3 gamins auront jamais vécue de toute leur existence. » Le vent changea de direction sur la ligne de tir, soulevant un petit nuage de poussière rouge qui tourbillonna un instant autour du banc numéro 4 avant de se dissiper. La tension entre les 4 individus avait atteint ce point de densité particulier qui précède toujours les explosions, cet instant suspendu où tout le monde sait que quelque chose va se produire mais où personne ne sait encore exactement sous quelle forme. Cole se tenait toujours penché au-dessus de Sarah, sa mâchoire serrée dans une rigidité que l'orgueil blessé rendait de plus en plus difficile à maintenir. Derrière lui, Ryan et Marcus avaient avancé, formant physiquement ce mur compact et intimidant que les psychologues du comportement appellent la dynamique de meute. Plusieurs individus positionnés de façon à bloquer les issues et à créer chez la cible un sentiment d'enfermement et de vulnérabilité. C'est une tactique d'intimidation primitive, efficace sur la grande majorité des personnes qui n'ont pas été préparées à y faire face. Sarah Vance, dont la fréquence cardiaque au repos de 55 battements par minute ne bougeait pas d'un iota depuis le début de l'incident, n'en faisait pas partie. Quand les mots se révèlent inefficaces, on passe à l'action. C'est la logique de ceux qui croient que la force physique est l'argument ultime. Ryan décida d'escalader la situation. Il laissa échapper un soupir exaspéré, bien joué pour la galerie, contourna Cole par la droite et tendit sa large main gantée vers le boîtier Pélican ouvert. Son intention était simple, claquer le couvercle, mettre fin à la discussion par un geste concret et définitif. Ce qu'il advint ensuite se produisit dans un laps de temps si court que son cerveau fut incapable de le traiter en temps réel. Il n'enregistra les événements que plusieurs secondes après leur déroulement, lorsqu'il était déjà à genoux. Avant même que les doigts de Ryan n'effleurent le revêtement polymère noir du boîtier, la main droite de Sarah jaillit comme la tête d'un serpent qui frappe. Elle ne saisit pas sa main. Elle la contourna entièrement, ses doigts se verrouillant avec une précision anatomique sur les points de pression encadrant le nerf cubital à l'intérieur du poignet de Ryan. Avec une torsion sèche et précise, suivie d'une traction vers le bas qui utilisait simultanément la puissance de ses lombaires
et l'appui du banc comme levier. Elle l'immobilisa en une fraction de seconde. Ryan laissa échapper un cri court et essoufflé, tandis qu'une ligne de douleur blanche et cinglante remontait le long de son bras jusqu'à l'aisselle comme une décharge électrique. Ses genoux cédèrent instantanément, son corps obéissant à cette injonction neurologique inconsciente qui consiste à fléchir pour réduire la traction sur le nerf comprimé. Il s'effondra contre la table en bois, le visage déformé par la stupéfaction et la souffrance mêlées. Sarah n'avait pas bougé de son siège. Elle était toujours assise, son maintien parfaitement stable, ses lunettes aviateurs toujours levées dans la direction de Cole. « Ne touchez jamais !» dit-elle, sa voix tombant à ce murmure particulier qui est bien plus effrayant que n'importe quel cri, parce qu'il indique une maîtrise absolue de soi à mon matériel. « Est-ce que vous m'avez bien compris ?» Cole fit un pas en arrière, son instinct faisant descendre sa main vers le holster attaché à sa cuisse droite avant que son cerveau n'ait eu le temps de lui interdire ce geste réflexe. Marcus se figea, la bouche entr'ouverte. La vitesse, la précision mécanique et la violence absolue du contre-mouvement défaisaient en une seconde toutes les certitudes qu'ils avaient apportées avec eux sur ce champ de tir. Sarah relâcha le poignet de Ryan d'un simple mouvement de poignet, comme on se débarrasse d'une chose sans importance. Ryan recula en chancelant, serrant son avant-bras contre sa poitrine, le souffle court. « Elle est folle !» balbutia-t-il, massant la peau qui commençait déjà à bleuir. « Cette femme est complètement folle !» La stupéfaction de Cole se transforma rapidement en quelque chose de beaucoup plus dangereux, une rage explosive nourrie par l'humiliation publique. Son autorité venait d'être physiquement démantelée devant ses deux subalternes. Il ne pouvait pas laisser cela passer. L'idée même de laisser cela passer était inacceptable, impossible à envisager. Il envahit à nouveau l'espace de Sarah, le torse bombé, l'index pointé vers son visage avec toute l'agression d'un homme qui n'a plus rien à perdre sur le plan de l'amour-propre. « Tu te crois forte avec tes petites tours de passe-passe bon marché ?» cracha Cole. « Tu crois que parce que tu connais 2 ou 3 prises de Krav Maga, tu as ta place ici avec nous ? Tu n'es qu'une plaisanterie, une touriste qui joue à se déguiser. » Sarah posa alors ses lunettes de soleil sur la table, les pliant soigneusement et les posant avec une délicatesse méticuleuse à côté de son fusil. Pour la première fois depuis le début de cet épisode, Cole plongea directement dans ses yeux. Ce qu'il y vit le stoppa net. Pas la peur qu'il espérait y trouver, pas l'hésitation ni la supplication qui auraient justifié toute sa condescendance. Ses yeux étaient froids, plats, d'un vide profond qui n'était pas de l'indifférence ordinaire. C'était le vide de quelqu'un qui a regardé à travers des optiques de précision, des choses qui donnent aux hommes normaux des cauchemars récurrents pour le reste de leur jour. Des yeux qui ont vu la vie quitter un corps humain à travers le verre taillé d'un viseur de haute précision et qui ont continué à fonctionner, à calculer, à agir. Pendant une fraction de seconde infime, une alarme primitive retentit quelque part dans la partie la plus ancienne du cerveau de Cole, cette région archaïque qui reconnaît le danger réel quand elle le croise. Elle lui conseillait de reculer, de baisser les bras, de trouver une sortie honorable et d'en profiter. Mais son ego la fit taire avant qu'elle puisse produire son plein effet. « Je ne joue pas », dit simplement Sarah. Cole ricana, se retournant légèrement vers Derek et Ryan pour s'assurer qu'il avait encore son auditoire. « Prouve-le. Tu veux ce banc 4. Tu veux te comporter comme un opérateur de première ligne. Prouve que tu sais même manier ce canon. » Il pointa son index vers les cibles au loin, là où les ondes de chaleur du désert rendaient les silhouettes d'acier presque spectrales. 3 cibles. Tir à froid, depuis une position froide. Nous avons de l'acier à 400 mètres, à 800 mètres et une plaque circulaire de 30 cm de diamètre à 1200 mètres. Le vent souffle de gauche à droite à valeur mi-pleine, environ 19 km/h. Cole sortit un chronomètre numérique robuste de sa veste tactique et le brandit avec une satisfaction théâtrale. Tu as 45 secondes. 45 secondes pour te mettre en position, charger, acquérir et toucher les 3 cibles à partir d'un départ stationnaire complet. Si tu en rates une seule, tu ranges tes affaires, tu quittes ce champ de tir et tu laisses les questions tactiques aux professionnels. Ryan, qui avait récupéré une partie de sa contenance malgré son poignet douloureux, grimaça un sourire méprisable. « Et si elle arrive à peine à soulever l'arme ? » « Si je les touche, » intervint Sarah,
sa voix coupant leur hilarité comme une lame tranche un tissu fin, les 3 d'entre vous se dirigent immédiatement vers le bureau administratif, vous déchirez vos contrats fraîchement signés avec Valor Defense Group et vous ne remettez jamais les pieds sur un champ de tir fédéral de toute votre vie. Elle marqua une pause et la suite tomba comme un verdict de cour martiale. Parce que des hommes qui manquent à ce point de conscience situationnelle au point de ne pas être capables d'identifier le prédateur dominant dans la pièce n'ont aucune raison valable de porter une arme en zone de combat. Le silence qui suivit ces mots fut d'une qualité particulière. Ce n'était plus seulement l'absence de son, c'était la suspension de quelque chose, le genre de silence qui suit une phrase dont chacun sait qu'elle est vraie, mais que personne n'était préparé à entendre formulée avec autant de précision et de calme. Marcus regarda Cole avec une inquiétude nouvelle dans les yeux. Ryan avait cessé de se masser le poignet. Cole déglutit, et le mouvement de sa pomme d'Adam, visible sous sa peau bronzée, trahit le fait qu'il n'était plus aussi certain de lui qu'il ne l'avait été 30 secondes plus tôt. Mais il était piégé. Il avait lancé le défi publiquement. Se dérober maintenant aurait été encore plus dévastateur pour son ego que de prendre le risque de perdre. Et puis, dans un recoin de son esprit où la logique résistait encore à l'assaut de l'orgueil blessé, il y avait cette conviction. Il était objectivement impossible qu'une femme qui ressemblait à une touriste égarée soit capable de réaliser 3 tirs de précision extrême à des distances différentes, en conditions de vent variable, en partant d'une position froide en moins de 45 secondes. Le tir à 1200 mètres à lui seul était ce que les instructeurs surnommaient un cauchemar de sniper. C'était le genre d'exercice qui faisait trébucher les meilleurs tireurs d'élite lors de leurs évaluations de certification. C'était techniquement et statistiquement improbable. C'était impossible. Marché conclu, lança Cole d'une voix qui voulait être assurée. En position. Dans la tour de contrôle, Kowalski se pencha en avant et posa ses avant-bras sur la paroi vitrée. Puis, avec un geste délibéré, il tendit la main vers le panneau de commande et activa le commutateur des enceintes sonores extérieures, celles qui portaient le son sur plusieurs centaines de mètres à la ronde. Il voulait que chaque personne présente à l'installation ce jour-là puisse entendre le son qui allait suivre. « C'est parti », murmura-t-il pour lui-même, son sourire s'élargissant sur son visage buriné. Sarah ne se précipita pas. Elle ne fit pas non plus semblant de réfléchir à ce qu'elle allait faire. Elle se leva de son siège et se plaça derrière le Mark XIII Mod Sept avec cette fluidité particulière, cette efficacité dans chaque mouvement qui est le signe distinctif de ceux pour qui l'action n'est pas une performance mais une seconde nature absolument intégrée. Elle ne monta pas sur le banc. Elle s'y fondit. Son corps s'incorpora à la crosse du fusil avec la précision d'une pièce mécanique qui rejoint exactement l'espace qui lui est destiné. Elle abaissa les pieds nus bipodes, les ancrant fermement dans le bois du stand. Elle arma le verrou, introduisant une cartouche de 300 Winchester Magnum dans la chambre avec cette douceur assurée de quelqu'un pour qui ce geste a été accompli des milliers de fois, au point de ne plus nécessiter aucune attention consciente. La douille de laiton brilla une fraction de seconde sous le soleil brutal avant de disparaître dans le logement. Elle appuya sa joue contre la crosse, son œil s'alignant avec l'optique du Vortex Razor HD, avec la précision naturelle d'une personne qui a passé des milliers d'heures à reproduire exactement ce même alignement dans des conditions bien plus difficiles que celles-ci. Elle ne regarda pas les fanions d'indication de vent disposés sur la ligne de tir. Elle n'en avait pas besoin. Elle sentait le vent sur la peau nue de sa nuque, sur le dos de ses mains, cette lecture directe et immédiate de l'atmosphère que développent les tireurs de longue portée après des années de pratique intensive et que les instruments ne peuvent jamais tout à fait reproduire. Elle voyait également la façon dont les ondes de mirage au-dessus du sol désertique se déformaient, leur angle et leur vitesse lui communiquant des informations que seule l'expérience permettait de décoder. Son cerveau, conditionné par des années d'entraînement sous stress extrême, à produire des calculs balistiques en temps réel, traita simultanément la densité de l'air sec du désert de haute altitude, la pression barométrique, la dérive balistique due à la rotation de la Terre, la chute de la trajectoire à chaque distance et la correction de dérive latérale due au vent.
Tout cela en quelques secondes. Tout cela sans que sa posture n'exprime autre chose que la sérénité d'une personne en train de faire quelque chose qu'elle a fait innombrables de fois. Elle ralentit sa respiration. 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de rétention. Elle était prête. Le chrono démarre maintenant, rugit Cole, son pouce appuyant sur le bouton du chronomètre. 45 secondes, 0 secondes. L'esprit de Sarah se vida complètement. Elle coupa le contact avec les 3 hommes derrière elle, avec le bruit, avec la chaleur, avec la pression de l'enjeu. La colère, l'irritation, la fatigue de devoir justifier son existence dans ce monde une fois de plus, tout s'évanouit, remplacé par ce vide glacé et calculateur qu'elle avait cultivé et affiné pendant une décennie de déploiement en combat réel. Elle n'était plus une femme assise sur un banc de bois dans un désert de Californie. Elle était devenue un prolongement biologique et fonctionnel du Mark XIII Mod Sept. 3 secondes. Elle n'avait pas touché les molettes de correction de son viseur. Régler les molettes prenait du temps. Et dans cet exercice, le temps était la seule ressource qu'elle ne pouvait pas se permettre de gaspiller. Elle utiliserait les points de visée milliradians gravés dans le verre de son optique vortex pour les corrections de trajectoire et de vent. Cette technique, qui demandait une maîtrise des calculs balistiques que la plupart des tireurs de précision n'atteignent qu'après des années de pratique intensive, lui permettait de travailler à une vitesse qu'un réglage conventionnel des molettes aurait rendu impossible. Première cible, 400 mètres. Silhouette IPSC, standard en acier. À cette distance, une balle de 300 Winchester Magnum voyageait à une vitesse telle que sa trajectoire était presque parfaitement rectiligne. Le vent à 19 km, ou venant de la gauche, ne déplaçait une balle de 220 grains qu'une fraction imperceptible. Elle centrait le réticule en plein cœur de la plaque d'acier. 5 secondes. Elle exhala, laissant ses poumons se vider naturellement jusqu'à atteindre cette pause respiratoire, cette fraction de seconde où le corps humain, entre 2 respirations, connaît son point maximal d'immobilité. Son index appuya sur la détente avec une pression de précisément 1130 grammes, cette gâchette parfaitement réglée, ni trop légère pour être dangereuse, ni trop lourde pour trahir le mouvement. La détonation claqua, sèche et brutale dans l'air du désert. Avant même que l'écho du coup de feu n'ait fini de rebondir sur les parois des canyons au loin, avant même que le nuage de poussière rouge soulevé par le frein de bouche du fusil n'ait eu le temps de se dissiper dans le vent, un tintement métallique net et sonore traversa les 400 mètres d'air chaud pour parvenir aux oreilles des 4 personnes les présentes sur la ligne de tir. Plein centre. Impact parfait. Cole cligna des yeux, toussa légèrement dans la fumée de poudre chargée de poussière que le frein de bouche avait projetée vers eux. Il baissa les yeux sur son chronomètre. 8 secondes. Sarah n'avait même pas relevé la tête. Le recul avait poussé son épaule en arrière, sa colonne vertébrale alignée ayant absorbé et redistribué l'énergie avec l'efficacité d'un système mécanique parfaitement calibré, laissant le réticule du viseur revenir naturellement dans l'axe des cibles suivantes. D'un geste du poignet, elle arma de nouveau, éjectant la douille vide qui décrivit un arc lumineux dans l'air avant d'atterrir avec un léger tintement près de la botte de Cole, et introduisit une nouvelle cartouche en chambre. Deuxième cible, 800 mètres. La physique entrait maintenant pleinement en jeu. L'altitude du site, la densité de l'air sec, la pression barométrique particulière du désert de haute altitude, le mirage thermique qui faisait danser et scintiller la plaque d'acier dans l'optique, rendant sa silhouette floue et instable. À 800 mètres, la balle allait chuter de plus de 2,50 m sous sa ligne de tir initiale. Le vent, traversant librement l'étendue découverte, la déporterait vers la droite de presque 1 mètre. Elle lut l'angle des vagues de mirage, évalua leur vitesse de déplacement, corrigea son point de visée avec les 1000 dots de son réticule, plaçant la cible dans le cadran inférieur droit de son champ visuel. 12 secondes. Elle suivit la cible. Pas de doute, pas de recalcul. La confiance absolue dans le travail de calcul que son cerveau avait déjà effectué. C'est cela qui séparait les très bons des exceptionnels. Non pas la capacité à calculer juste, mais la capacité à faire confiance à ce calcul au moment de la vérité, sans hésitation. 15 secondes, pause respiratoire, pression sur la détente.
La détonation roula sur les mètres de désert comme un coup de tonnerre lointain. À 800 mètres, le temps de vol de la balle représentait presque une seconde complète. Une seconde pendant laquelle la gravité, le vent et la résistance de l'air continuaient de travailler. Sarah resta immobile, son œil dans l'optique, guettant la trace de la balle, cette perturbation visible de l'atmosphère, ce sillage optique que produit un projectile supersonique en déplaçant l'air à grande vitesse, une fine ligne ondulante qui permettait au tireur confirmé de suivre visuellement le trajet de la balle et de corriger si nécessaire. La trace arqua parfaitement dans le ciel brûlant du désert. Ping. Le son était plus ténu cette fois, assourdi par la distance, retardé par le temps de vol du son à travers l'air chaud, mais indubitablement présent, cette résonance caractéristique et inimitable de l'acier AR500 recevant un projectile en son centre. Ryan déglutit avec un bruit audible. Le sourire suffisant avait totalement disparu de son visage, remplacé par une expression de stupéfaction pâle et béante. Marcus, sans même s'en rendre compte, avait reculé d'un pas involontaire. Brad fixait son chronomètre. 19 secondes. Il sentit une sueur froide pointer à la base de sa nuque, malgré la chaleur. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas possible que ce soit de la chance. La vitesse des transitions, la précision des calculs effectués mentalement, la qualité de la lecture des conditions, tout cela parlait d'un niveau d'expertise qu'il avait jusqu'ici seulement aperçu dans des vidéos de démonstration produites par des unités militaires auxquelles il n'avait jamais eu accès. « Elle tient les corrections à la tête », murmura Marcus, sa voix tremblante d'une incrédulité mal dissimulée. « Elle n'a pas touché ses molettes une seule fois, ni pour le 400, ni pour le 800. Qui fait ça sur un tir à froid ? Ferme-la, siffla Cole, mais sa voix avait perdu tout son tranchant. Elle sonnait creux, fragile, comme une coque vidée de son contenu. Troisième cible, 1200 mètres. Ce n'était pas une silhouette, c'était une plaque circulaire de 30 cm de diamètre. À plus des 2/3 d'un mile anglais, elle apparaissait dans l'optique comme un petit disque gris, à peine plus grand qu'une tête d'épingle, noyé dans le mirage thermique qui en brouillait les contours. À cette distance, la balle allait franchir le point de transition de vitesse supersonique vers le subsonique, ce palier délicat où le projectile perd brusquement sa stabilité aérodynamique et devient capricieux, difficile à prédire. Le vent, à cette portée extrême, n'était plus une donnée unique. Il se comportait comme une série de courants distincts, chacun à une vitesse et un angle légèrement différents, traversant le terrain accidenté de gauche à droite, se faufilant entre les buttes de terre et les formations rocheuses. 24 secondes. Sarah arma une dernière fois. La cartouche finale glissa en chambre. Elle s'immobilisa, et elle attendit. Tyler murmura, la voix chargée d'un espoir désespéré. Le vent a changé, elle a perdu sa lecture, elle est bloquée. Sarah n'avait rien perdu du tout. Elle observait. Elle regardait les fanions de vent à 500 mètres, soudainement immobile, alors que la poussière autour de la cible à 1200 mètres continuait de se déplacer agressivement vers la gauche. Un vent croisé, la configuration la plus redoutée des tireurs de longue portée, là où les allers-retours de masses d'air créent des zones d'interférence imprévisibles. Elle vit une touffe d'armoise se détacher d'une berme à 1000 mètres et traverser son champ de vision en teint blanc. Elle calcula mentalement le temps qu'elle mit à parcourir cette distance. Vitesse du vent intermédiaire, environ 32 km/h. Durée, environ 3 secondes avant que la rafale ne se calme. 32 secondes. La rafale se dissipa. Une fenêtre s'ouvrit. 3 secondes d'air relativement calme entre les deux masses en mouvement. Sarah déplaça légèrement son corps, repositionnant son axe naturel de visée pour compenser non pas seulement le vent, mais l'ensemble des facteurs de dérive combinés. Elle plaça le réticule très haut et légèrement à gauche de la cible, tenant une correction de presque 6 mètres verticaux pour compenser la chute balistique à cette distance, plus une dérive horizontale calculée de près d'1 mètre. 35 secondes, expiration, pause, l'espace entre deux battements de cœur, pression sur la détente. La détonation finale roula sur le désert comme quelque chose de définitif. Sarah ne réarma pas immédiatement. Elle demeura verrouillée dans sa position, son œil dans l'optique, suivant la trace du dernier projectile dans le ciel tordu par la chaleur.
La balle allait lutter contre l'atmosphère, contre la gravité, contre le vent, dans ce trajet en arc balistique qui semblait presque trop long, trop complexe pour aboutir où elle l'avait destiné. 1 seconde, 2 secondes, Cole retint son souffle. Il regardait downrange en plissant les yeux, priant intérieurement avec une ferveur qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance. Si elle ratait, son ego survivrait. Sa carrière serait sauve. Cette humiliation serait effacée, ou du moins minimisée. Ping. Pas le tintement sonore et fier des distances courtes. Un son ténu, presque fragile, filtré par 1200 mètres d'air chaud et turbulent. Mais ils l'entendirent tous. Ils l'entendirent tous les quatre avec une clarté parfaite, cette résonance caractéristique et inimitable de l'acier de haute résistance recevant un impact au centre. Au travers de la lunette de visée qu'il avait installée sur le banc numéro 1, Cole pouvait voir, avec une netteté douloureuse, une éclaboussure argentée et fraîche, parfaitement centrée sur la plaque circulaire de 30 cm. Sarah releva lentement la tête du fusil. Elle prit ses lunettes aviateurs sur la table, les déplia avec la même précision méticuleuse et les glissa sur ses yeux. Alors seulement, elle tourna son regard vers Cole. « Le temps ?» demanda-t-elle doucement. Cole regarda l'affichage numérique dans sa main qui tremblait imperceptiblement. 42 secondes. Il ne dit rien pendant un long moment. Personne ne parla. Le silence qui s'étendait sur la ligne de tir du Ridgecrest avait une texture particulière, dense et lourde, plus oppressante que la chaleur du désert qui continuait de se déverser sur eux sans merci. Cole Harmon, Ryan Stoker et Marcus Webb se tenaient immobiles, leurs équipements sophistiqués et leur certitude d'élite également réduits à néant par ce qu'ils venaient d'observer au cours des 42 dernières secondes. L'arrogance avec laquelle ils étaient arrivés s'était fracassée d'une manière si totale et si définitive qu'aucun d'eux ne trouvait les mots pour réagir. La réalité de ce qu'ils avaient fait et de qui ils avaient défié commençait à imprimer lentement dans leur cerveau avec la clarté froide et irréversible d'un impact sur l'acier. Sarah n'avait aucune expression de triomphe sur le visage, aucun sourire, aucune satisfaction ostensiblement affichée. Elle commença à vider méthodiquement la chambre de son fusil, poussant le verrou en arrière avec ce geste familier et précis, confirmant visuellement et physiquement que l'arme était sécurisée, exactement comme elle le faisait après chaque session, comme si cette démonstration n'avait été rien de plus qu'une procédure de routine. « Tu as juste eu de la chance », finit par lâcher Cole, sa voix à peine plus assurée qu'un murmure, trahissant lui-même qu'il n'y croyait pas. Avant que Sarah puisse répondre quoi que ce soit, un bruit de pneus sur le gravier fendit le silence. Une berline tactique noire freina derrière eux dans un nuage de poussière rouge. Kowalski en descendit, suivi d'un homme en polo noir, sobre et parfaitement coupé, Paul Whitmore, directeur régional des opérations et des évaluations contractuelles fédérales. L'atmosphère changea immédiatement. Ce n'était pas seulement une question de rang ou de hiérarchie visible, c'était quelque chose de plus subtil que cela, quelque chose dans la façon dont Whitmore marchait, dans la façon dont ses yeux prenaient la mesure de la situation en une fraction de seconde, qui disait à chacun que cet homme n'était pas venu pour assister à une dispute entre tireurs. Whitmore passa devant les 3 hommes sans les regarder, ignorant délibérément leur salut réflexe et presque comique, et s'arrêta devant Sarah. Il lui adressa un signe de tête respectueux, bref et sincère. « Travail remarquable, chef », dit-il d'une voix égale, sans emphase excessive, ce qui rendait le compliment encore plus significatif. C'était exceptionnel. 2 mots. 2 mots qui tombèrent sur les 3 hommes, avec plus de brutalité que n'importe quelle insulte directe. Kowalski vint se placer à côté de Whitmore sans se donner la peine d'expliquer qui était Sarah ni pourquoi il était là. Sa simple présence, son attitude, sa façon de se tenir à côté d'elle comme l'égal d'une paire, lui rendaient hommage au-delà de tout discours. Sarah n'était pas simplement bonne. Elle était ce que les spécialistes du monde de l'opérationnel désignent sobrement par le terme niveau DEFCOM, l'échelon absolu, le sommet de la pyramide que Cole, Ryan et Marcus n'atteindraient jamais. Le genre d'opérateur devant qui on se tait quand elle entre dans la salle parce que quelqu'un lui a déjà dit qui elle était avant même qu'elle ne parle. La pâleur gagna les traits de Cole.
Il chercha quelque chose à dire, quelque chose qui lui permettrait de sauver la face ou de minimiser ce qui venait de se passer. « Monsieur, il y a eu un malentendu. »« Non, il n'y en a pas eu, » dit Whitmore, coupant court avec la précision d'un homme habitué à mettre fin aux discussions avant qu'elles ne commencent inutilement. « J'ai tout entendu. » La couleur quitta définitivement le visage des trois hommes. Whitmore fit un pas de plus vers eux, abaissant légèrement la voix, ce qui produisit l'effet contraire et l'amplifia considérablement. Vous pensiez intimider une civile. Au lieu de ça, vous vous êtes ridiculisé devant la personne même chargée d'évaluer si cette entreprise mérite de conserver son contrat fédéral. Ces mots atterrirent comme une sentence, comme la dernière page d'un jugement rendu sans appel possible. Sarah referma son boîtier Pelican, actionna les loquets et souleva l'ensemble d'un geste fluide, sans effort visible malgré le poids considérable de l'équipement. Elle se retourna une dernière fois vers les trois hommes, ses lunettes aviateurs reflétant leur propre image décomposée. « Je vous ai donné l'occasion de partir avec votre dignité intacte, » dit-elle, d'une voix qui ne cherchait pas à blesser, mais qui ne laissait aucune place au doute non plus. Vous avez choisi l'ego à la place du discernement. Ce n'est pas seulement un manque de professionnalisme, c'est une faiblesse fondamentale. Elle s'arrêta une seconde. Sur le terrain, ce genre de faiblesse ne coûte pas seulement votre poste. Elle coûte des vies. Ryan avança d'un pas désespéré, les mains légèrement levées dans un geste de supplication qu'il n'aurait jamais imaginé faire 2 heures plus tôt. « Je vous en supplie. Nous avons travaillé pour ça pendant des mois. Vous ne pouvez pas mettre fin à tout ça en 45 secondes. » « Je n'y ai pas mis fin, » répondit Sarah, avec une simplicité qui avait quelque chose de presque compatissant dans sa netteté. « Vous y avez mis fin vous-même. Dès le moment où vous avez décidé que ma présence ici était une invitation à vous moquer. Il n'y avait rien à ajouter. » Elle s'en alla, ses bottes crissant régulièrement sur le gravier, son boîtier porté d'un bras, son pas égal et délibéré, sans se retourner. Whitmore attendit qu'elle soit à distance avant de reporter son attention sur les trois hommes. Son expression n'était pas celle de la colère. C'était pire que ça. C'était l'indifférence totale d'un homme qui a pris sa décision et n'en discute plus. « Ramassez votre matériel, » dit-il. « Vos contrats sont résiliés. » Marcus ouvrit la bouche. Whitmore leva une main, une seule, et ce geste minimal suffit à tarir le début de protestation avant qu'il ne prenne forme. Les trois hommes restèrent là, debout, au milieu de leur équipement coûteux, qui ne signifiait plus rien, entourés des boîtiers ouverts, des sacs déployés et des ambitions fracassées que leurs propres mains avaient fracassées dans un désert dont la chaleur continuait de se déverser sur eux sans la moindre considération pour ce qu'ils venaient de perdre. Au loin, le SUV de Sarah disparut dans le voile de chaleur qui brouillait l'horizon, silhouette qui s'effaçait progressivement dans le mirage jusqu'à ne plus être qu'une mémoire dans l'air brûlant. Dans les semaines et les mois qui suivirent, la légende du banc numéro 4 se propagea dans les cercles restreints du monde des contractants militaires privés avec la vitesse et la précision d'un projectile supersonique. Elle voyagea de salle de briefing en salle de briefing, de base d'entraînement en base d'entraînement, circulant dans les vestiaires, les messes et les installations de tir des installations fédérales de toute la côte ouest, puis du pays entier. Les noms changèrent légèrement d'une version à l'autre, comme dans toutes les légendes, mais le cœur du récit demeura intact. 3 hommes arrogants avaient tenté d'humilier une femme silencieuse sur un champ de tir restreint. 42 secondes plus tard, leur carrière avait été effacée par la précision glaciale d'un sniper confirmé de la marine américaine. Cole Harmon, Ryan Stoker et Marcus Webb devinrent des avertissements vivants. Leur passage chez Valor Defense Group fut rayé de tous les registres actifs, mais leurs noms, eux, circulaient comme des histoires qu'on raconte aux jeunes recrues arrogantes pour leur enseigner ce que les manuels ne peuvent pas renseigner. Que la compétence réelle est rarement bruyante, rarement ostensiblement affichée, et que les personnes les plus dangereuses dans n'importe quelle salle sont généralement celles que personne n'a remarquées en entrant. Leurs dossiers furent partagés discrètement entre les principales agences contractantes fédérales. Aucune d'entre elles ne les rappela jamais. Dans un secteur où la réputation est tout, où les recommandations circulent dans des cercles très fermés et où une seule information négative suffit à fermer toutes les portes, ils avaient été définitivement exclus du seul terrain de jeu qui leur avait jamais importé. Quant à Sarah Vance,
elle retourna simplement à sa vie habituelle, à cette existence de discrétion absolue que ceux qui ont véritablement opéré au plus haut niveau savent maintenir avec une discipline qui étonne ceux qui n'en comprennent pas la nécessité. Elle continua ses missions, ses évaluations, son travail invisible et classifié, masqué derrière ses lunettes aviateurs et ce calme permanent qui avait tout du naturel parce qu'il était devenu une seconde nature. Elle resta la personne la plus dangereuse dans toutes les salles où elle pénétra. Et l'ensemble de la communauté tactique savait désormais, sans que nul n'ait besoin de le répéter, qu'il valait infiniment mieux ne jamais en douter